Della. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. On lisait dernièrement dans le journal Les Affaires le témoignage de Jamal Boukouré, vice-président marketing et développement des affaires chez Multidev Technologies, qui affirme que les entreprises qui se sont montrées les moins affectées par les répercussions de la crise sont celles qui résonnent en écosystème, qui se perçoivent comme un acteur bienveillant de l'environnement dans lequel elles évoluent, bref, qui pensent en termes de connexion. Pour se penser comme acteur d'un environnement bienveillant, les entreprises doivent créer et faire partie de communautés. Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de comment faire face à l'impact de la crise sur les communautés, les écosystèmes, au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir comme professionnel et entrepreneur. Pour continuer cette thématique cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Eden Dadoun de MTL e-commerce. Sarah Eden est présidente de MTL e-commerce, un organisme à but non lucratif créé en 2012 à Montréal qui réunit les dirigeants et professionnels passionnés de e-commerce, d'entrepreneuriat, d'innovation et de marketing digital autour d'événements, de conférences et d'ateliers numériques. Dans le contexte actuel, MTL e-commerce encourage les PME, startups et détaillants à prendre le virage numérique rapidement pour faire face à la crise, à la baisse des ventes et aux difficultés que celle-ci a impliquées grâce au mouvement Covid Support. Multi-entrepreneur, Sarah Eden est mentor pour entrepreneurs et possède une expérience d'affaires à l'international et en capital de risque. Elle nous partagera alors son expérience, ses avis et ses conseils en temps de crise. Bonjour Sarah Eden, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Émilie, comment ça va? malgré la pluie. Bienvenue tout d'abord dans Intersection X. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui est comment faire face à l'impact de la crise sur les communautés et les écosystèmes, j'aimerais éclaircir davantage, peut-être pas forcément la mission de MTL e-commerce, mais davantage la constitution de votre communauté. J'ai l'impression que vous vous adressez au-delà justement des professionnels purs du e-commerce. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Alors Émilie, notre communauté est assez vaste. Nous comptons 15 000 membres très actifs et dynamiques. Évidemment, les professionnels du e-commerce, du marketing digital, mais aussi des startups, des entrepreneurs et des détaillants qui viennent un petit peu se renseigner, qui viennent à nos ateliers et conférences pour envisager leur transformation digitale. Donc, j'imagine que vous êtes proche de cette communauté de 15 000 membres. Comment, justement, tu pourrais peut-être nous éclairer sur l'impact que cette crise a eu sur, justement, les différents types de membres que vous pouvez avoir? J'imagine que ça a été différent pour une entreprise qui a un service en numérique davantage que quelqu'un qui fait purement du e-commerce et seulement ça. Est-ce que tu peux nous éclairer, justement, sur ce type d'impact? Alors, Émilie, regarde, l'impact a été vraiment très différent parce que, comme je t'ai dit, on a une grande panoplie d'entreprises, que ce soit la petite entreprise, l'entrepreneur solo, vers la grosse entreprise qui fonctionne déjà avec des employés, des équipes et qui a déjà engagé sa transformation digitale. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu les mesures de confinement et que le gouvernement a annoncé qu'il n'y ait plus de rassemblement de 250 personnes. Nous, on n'a plus pu faire donc d'événements à Montréal e-commerce. Ceci dit, nous avons vu qu'il y avait vraiment deux sortes d'entreprises qui s'étaient distinguées avec cette crise. Donc, celles qui étaient en mesure de fournir des solutions concrètes et efficaces pour effectuer la transformation digitale et ceux qui ne l'avaient pas encore enclenchée. Donc, c'est à peu près ça. Donc là, on a lancé Covid Support dans ce sens-là. Celles qui ont les possibilités de donner des solutions concrètes aux entreprises pour envisager la transformation vont aider les plus petites. Et il y a eu un excellent et un très bel effort de solidarité. C'était vraiment très beau à voir. Et ça l'est toujours parce qu'on a toujours des entreprises qui s'inscrivent. Parfait. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus loin dans l'entrevue. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, justement, vous vous êtes reviré de bord par rapport à cette situation? C'est-à-dire que là, tu m'expliques que très rapidement, vous avez identifié deux catégories de membres, une qui serait en mesure de pouvoir accompagner les autres. Comment vous vous êtes réinventé là-dedans? Parce que vous êtes en événementiel, vous organisez des conférences, des formations, donc c'est vraiment autour du rassemblement et de faire justement des échanges auprès de vos membres. Comment vous vous êtes organisé pour dire, OK, nous, c'est ici qu'on va et on va accompagner nos membres de cette manière-là? Alors, Émilie, écoute, très bonne question pour rebondir sur ce que tu viens de me dire. Alors,
on leur a posé des questions sur comment ils se sentaient avec la crise et en fait quels seraient leurs besoins. Donc la première semaine, ça a été vraiment une étape de sondage au niveau de la communauté, de savoir en quoi on pouvait les aider. Et la plupart étaient très inquiets à propos donc justement de la fermeture des magasins et des commerces locaux, mais également au niveau de la visibilité et de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur Internet, parce que l'information était partout, un petit peu en bazar, et il fallait un petit peu canaliser tout ça. Donc, nous, on a pivoté dans ce sens où on a, on va dire, resserré les liens avec nos partenaires et avec les acteurs de l'écosystème startup, donc plusieurs organismes qui œuvrent dans la même mission que nous. Donc, voilà. Mais on a vraiment recensé toutes les initiatives dès le 23 mars. En fait, dès le début du confinement, on a très vite mis ça sur pied. Et donc, on a eu des belles initiatives. J'aborderai la transformation digitale juste après avec toi, si tu le veux bien. Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est ma prochaine question. Vous voyez justement dans le dernier numéro du Journal des Affaires que pour survivre à la crise, les entreprises devront atteindre plus rapidement leur maturité numérique. Donc là, on s'est rendu compte avec cette crise-là que même si on entend parler de transformation numérique partout, y compris aussi à Montréal, où on a des salons et des entreprises spécialisées dans ce domaine-là, qu'il y avait une vraie fracture entre les entreprises qui avaient déjà complètement pris le virage, celles qui commençaient peut-être à y penser ou qui étaient un peu entre les deux, et celles qui savaient qu'elles devaient s'y mettre, mais regarde, je sais pas trop. Donc, comment on fait pour repenser aussi rapidement justement son entreprise pour prendre ce virage numérique-là? Et j'imagine que c'est la réponse que Covid Support veut justement apporter aux entreprises. Alors complètement, Covid Support a été mis sur pied vraiment très rapidement, à savoir qu'il y a 4 étapes principales dans la transformation numérique. La première étape, je dirais que c'est une étape un petit peu d'observation, où tu vas venir regarder quels sont tes besoins en tant qu'entreprise, qu'est-ce que tu as besoin pour effectuer cette transformation digitale, mais surtout remettre le consommateur au centre de ton entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout penser en égocentrique et ne pas tenir compte de la position du consommateur et à savoir de quoi il a besoin, sur quel canal il va être présent, où est-ce qu'il va acheter, c'est quoi son parcours client. Donc tout ça, il va falloir donc au début penser stratégique, faire une roadmap. Donc ça, on va dire que c'est la première étape. La deuxième étape de la transformation numérique, je dirais que c'est plus en fait une étape où tu vas former d'abord tes employés, si tu es une entreprise, à donc donner toute cette formation. Donc, par exemple, dans Covid Support, on a remarqué qu'il y avait des entreprises qui étaient donc, oui, des grosses entreprises, mais des plus petites, mais qui étaient en mesure justement de fournir des formations dans cette transformation numérique, par exemple en expérience client, je le cite à Tecna, voilà, donc ça c'est plus comme des formations. Et si jamais je rentre dans la troisième étape, ça va être l'implémentation de ta transformation numérique. Donc tu vas t'armer d'outils qui vont être concrets, efficaces et qui vont surtout répondre à tes besoins et aux besoins de ta communauté ou de ton audience. Et donc, pour aller digital, tu veux notamment pendant le confinement, pendant que tous les magasins sont fermés, tu veux essayer de communiquer avec tes clients pendant qu'ils sont à la maison en train de surfer online. Donc, pour ça, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont proposé des solutions gratuites, dont nos partenaires Shopify et Lightspeed. On a eu des très belles solutions aussi au niveau des chatbots, pour citer la startup justement Heyday, qui a proposé qui a été très rapide justement pour proposer sa solution de retail relief, pour permettre justement de pouvoir dialoguer avec ses clients en temps live. On a eu des solutions comme Livescale qui te permet de faire du live shopping alors que tu es chez toi, d'avoir vraiment une expérience terrain alors que tout le monde est confiné. Donc, les gens peuvent vendre même si jamais les magasins sont fermés. Donc là, on est dans une sélection d'outils. Et est-ce qu'il y a une autre étape encore après, une fois que tu as sélectionné les outils, est-ce qu'il y a une stratégie, une logique justement à mettre en place? Comment on termine tout ce puzzle-là? On termine ce puzzle par une étape que les gens n'aiment pas, et c'est l'étape de la mesure et des KPI. Moi, ça me parle super. Moi, tout ce qui est des maths et des chiffres, tu peux y aller. Est-ce qu'il y a des KPIs vraiment indispensables
auxquels il faut penser. Parce que effectivement, il y a des KPIs qui vont être très précis, dépendant de l'industrie dans laquelle tu te trouves ou du type de produit peut-être que tu distribues. Mais est-ce qu'il y en a qui sont comme peut-être plus généralistes, plus globaux, auxquels il faut penser et dont il faut surtout pas oublier? Moi, je dirais les IOV, donc le panier moyen, tu vas essayer de l'augmenter. Mais encore une fois, ce qu'on vise aujourd'hui, c'est la relation à long terme. Tu vas vouloir fidéliser tes clients. Pour fidéliser tes clients, ça passe que ce soit par des ambassadeurs, des influenceurs, mais ça commence par tes employés. Donc, il va falloir que tu développes aussi ta marque employeur pour que tes employés soient les premiers ambassadeurs de ta marque. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on entame sa transformation numérique. Et donc ça, c'est quelque chose qui se pense dès le début. En fait, on l'anticipe. On n'a pas encore pris, disons, notre virage numérique. Il faut déjà qu'on ait en tête la manière avec laquelle on veut s'adresser justement à notre cible. Bah ça, tu le planifies au début de la stratégie, en fait. Et c'est là que le problème que j'ai remarqué au niveau e-commerce, c'est que souvent, on peut avoir tous les outils, mais avoir toutes les tactiques et les lancer tout en même temps sans avoir de stratégie et sans regarder en amont qu'est-ce qui se passe, c'est une catastrophe. C'est la seule manière de s'épuiser, en fait. Donc, il faut bien mapper sa stratégie, savoir à qui on parle. Pour moi, c'est la première question à se poser. Tu vas pas t'adresser de la même façon si tu parles à des petites entreprises, à des petits commerçants, à des photographes en solopreneur. Tu vois, donc il faut vraiment se redéfinir ses valeurs, savoir est-ce que ça parle à ma cible, est-ce que je suis pertinent dans le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très important d'être pertinent. Et puis surtout d'engager cette conversation que toutes les entreprises qui sont partenaires de Covid Support nous permettent de faire. Alors, ce que j'entends là, et je trouve très rassurant pour des entreprises qui peut-être ont peur de prendre ce virage numérique-là, parce que au final, c'est juste l'outil, le support qui va être différent, mais la logique entrepreneuriale derrière est la même. C'est-à-dire que tu dois savoir à qui tu t'adresses, de quelle manière, pourquoi, et tu fais juste en fait adapter cette logique entrepreneuriale-là, ce modèle d'affaires-là, à un système qui est plus digitalisé. C'est complètement ça, Émilie. Vraiment, c'est se redéfinir son branding, les valeurs de sa marque, qu'est-ce qu'on défend. Aujourd'hui, les gens sont sensibles aux valeurs d'une marque. La marque va beaucoup plus loin. La marque s'engage, la marque a une voix et les gens s'attendent à ce que la marque prenne des responsabilités ou s'engage dans des causes. Mais encore une fois, tout ça, ça doit être défini en amont. Est-ce que nos actions, notre transformation collent à notre identité de marque? C'est très important, oui. Je vais inviter ceux qui nous écoutent, nous regardent, à nous poser leurs questions. J'imagine que autant dans ta communauté que la mienne, il doit quand même y avoir de nombreuses personnes qui nous suivent, qui nous regardent aujourd'hui. Donc, ne soyez pas timides, posez vos questions. On est là pour y répondre. Moi, j'aimerais qu'on puisse aborder un peu le sujet vraiment Covid Support. Comment ça fonctionne? Combien vous avez déjà d'entreprises inscrites? Autant peut-être les entreprises qui sont en mesure de pouvoir proposer des offres d'accompagnement et les autres. Est-ce que vous avez déjà une idée, vu qu'on parlait de KPIs justement, de matchs qui ont été faits, de membres qui avaient des besoins, qui ont été comblés par les entreprises qui sont inscrites à Covid Support et qui ont pu justement les accompagner à passer à la prochaine étape? Alors oui, Émilie, effectivement, on a réussi à avoir du data quand même assez cool. On a encore une fois, certaines plateformes qui ont implémenté l'intelligence artificielle au niveau des comportements consommateurs. Tu peux le remarquer aussi par l'engagement. Certains vont être plus engagés à ouvrir des newsletters, d'autres vont être plus engagés à être sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il y a de magique avec ça, c'est que vraiment l'intelligence artificielle te permet d'aller traquer tout ce comportement consommateur et de fournir le service adéquat à ta communauté, à ton audience. Donc, au niveau des chiffres, nous, on a su, en fait, par exemple, si jamais quelqu'un donne un webinaire gratuit, notamment, par le nombre de leads qu'on va avoir sur ce webinaire, le nombre d'inscrits, l'intérêt de la communauté, les emails spontanés qu'on a eu aussi à Montréal e-commerce, on a eu énormément de mal avec notre team à justement matcher donc cette grosse demande, ce besoin criant vers la transformation numérique. On n'avait pas forcément au départ toute l'équipe pour pouvoir répondre à cette vague d'emails, mais bon, finalement, tant bien que mal, on a réussi à le faire. Et puis, donc, ça continue. Donc, on est toujours à l'écoute. On a toujours des sondages qui se réalisent. On prend le pouls de notre communauté. On s'adapte. Et donc, on est très flexible à ce sujet-là.
Est-ce que devant la hausse de cette demande-là, justement, vous avez identifié peut-être des secteurs d'activité qui étaient plus en demande que d'autres, des petits commerçants locaux ou alors peut-être certaines industries véritablement qui étaient plus demandeurs que les autres? Est-ce que c'est davantage en taille d'entreprise? Est-ce que c'est davantage en industrie? Est-ce qu'il y a un classement peut-être qui ressort de cette demande? Alors oui, il y a un classement qui ressort de cette demande. En fait, il y en a qui ont déjà entamé leur virage numérique et ils se sont retrouvés en boom. En fait, ils s'attendaient pas du tout à avoir autant de demandes. Ces gens-là aussi doivent implémenter d'autres outils pour répondre à cette demande. Je parle de toute l'industrie de la nourriture, des supermarchés qui doivent faire des commandes en ligne, le domaine donc de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, qui doit matcher avec le service aussi de livraison. Et ça, c'est pas forcément évident. À ce propos, Lightspeed offre une super solution pour permettre justement aux détaillants et aux restaurateurs de matcher son système de paiement et le système de livraison pour que ce soit quand même assez doux comme transition. Donc, on a remarqué que il y avait aussi tout ce qui était healthcare, donc tout ce qui était domaine de la santé, les vitamines, tout ça, tout ce qui était dans ce secteur, ils ont eu un gros boom et ils ont dû s'adapter. Mais bien sûr, les petites entreprises qui ont le magasin fermé ne savent pas par où commencer. Donc, quand ils viennent sur Covid Support, ils sont accompagnés par nos entreprises partenaires de A à Z, en fait, toutes celles qui ont proposé une solution gratuite, comme je te l'ai dit, en intelligence artificielle, en chatbot, que ce soit vraiment en expérience client, parcours du client, justement. Donc, ils ont de quoi prendre un petit peu de chaque pour pouvoir la réaliser rapidement et la mettre sur pied. C'est quand même très intéressant de voir la complétude de l'accompagnement que les entreprises de Covid Support sont en mesure d'apporter. On a Pierre Gagnon qui nous pose une question très intéressante. Peux-tu nous parler de solutions d'entrepôt de données adaptées au e-commerce pour développer une pratique BI? Donc, quelle solution, par exemple, de database on pourrait peut-être préféré pour de l'utilisation e-commerce afin de pouvoir développer justement cette pratique d'intelligence d'affaires? Honnêtement, je ne connais pas la réponse à la question. Est-ce que, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est une question quand même c'est vraiment très technique et ça va noyer tout le monde en fait si je commence à rentrer dans le truc de geek. Et je me suis promis de rentrer là-dedans. Ce que je vais proposer à Pierre, c'est que vu que c'est une question très technique et qu'on essaye d'être plus en mode solution entrepreneur, une des personnes de la team de Sarah Eden va pouvoir justement répondre à cette question en commentaire peut-être plus tard. Là, on va continuer justement sur la pratique davantage stratégique et entrepreneuriale. Alors, Émilie, si je peux me permettre, il y a un de nos partenaires qui s'appelle Coveo, justement, qui sera en mesure de répondre à la question de Pierre. Encore une fois, je préfère dire je ne sais pas, parce que sinon, les 40 minutes, elles vont exploser. C'est parfait. En fait, on a une question, on a une solution qui est déjà possible. Donc, Pierre, n'hésite pas à entrer en contact avec Coveo. Au besoin, j'imagine que la team de MTL e-commerce pourra justement vous mettre en relation directement. Moi, j'aimerais rebondir sur la composante innovation, qui évidemment fait partie pleinement de vos valeurs, de votre ADN. Comment vous vous y prenez en ce moment pour rester présent à l'écoute de vos membres? Donc, oui, on parle de sondage et c'est sûr qu'il y a une grosse partie analyse de sondage, mais ça prend aussi quand même un flair, un peu une intuition de savoir par où s'orienter. Comment ça fonctionne de votre côté? Comment vous arrivez à rester à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui et peut-être de pouvoir anticiper les opportunités qui vont arriver après? Alors, en fait, cette crise est une belle opportunité pour les gens qui sont justement en e-commerce, puisqu'ils étaient prêts. Encore une fois, la chance, c'est pas la belle définition de la chance, c'est que quand tu es prêt et que l'opportunité te sourit, ton magasin est déjà là, alors que les autres commencent à le construire. Mais au niveau interne, par exemple, comment on arrive à sonder un petit peu en fait, notre équipe est composée de plusieurs membres avec plusieurs secteurs plusieurs compétences et on arrive donc à savoir et à prendre en compte un petit peu toutes les idées des uns et des autres et voir si jamais c'est pertinent. Donc, on teste, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis.
Est-ce que, puis là, ça va être davantage à l'experte en entrepreneuriat que je vais m'adresser. Est-ce qu'il y a des idées, des choses qui sont mises en place peut-être à l'international, je pense notamment en Israël avec le Startup Nation, qui existent déjà là-bas ou ailleurs, qui seraient intéressantes, pertinentes ou des exemples à suivre pour justement surmonter cette crise et commencer vraiment à penser au après. Là, c'est sûr qu'on parle de plus en plus de déconfinement, même si on y va très doucement avec des pincettes, mais on commence à penser véritablement au post-Covid ou peut-être au avec Covid. Comment on peut anticiper, penser, prendre des exemples qui sont pertinents pour avancer et se préparer au après? En fait, oui, moi, je suis toujours un petit peu au courant de ce qui se passe en Israël parce que j'y ai passé de longues années, puis notamment dans le premier incubateur de start-up là-bas qui s'appelle JVP Partners, dans lequel j'ai travaillé. Ils ont un superbe exemple au niveau de la communauté. Il y a 10 ans, ils avaient créé leur communauté. Ils sont très, très actifs. Et puis, leur exemple, ils ont pu mettre sur pied très vite des campagnes pour le Covid. Ce qu'on fait aussi avec Montréal e-commerce, c'est que on fait des alliances aussi avec les autres hubs, un petit peu les autres communautés qui participent justement à l'innovation. Je parle notamment de Techstars. On a été mentor pour Techstars ce week-end. Ils ont organisé un gros hackathon avec 70 pays. Donc, nous, on a représenté le Canada en tant que mentor. C'était vraiment super. Pour Montréal, on était un des partenaires dessus. Donc, il faut absolument aller dans la collaboration et on va vers une ère qui est collaborative. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment regarder ce qui se passe en dehors. Si ça marche, appliquer. Alors, pour le coup, je vais rebondir. Comme tu dis qu'il faut aller dans la collaboration, je pense savoir que vous avez des partenaires qui sont quand même très actifs dans la communauté montréalaise. Comment vous arrivez à identifier peut-être la complémentarité justement de vos partenaires? Dans le sens où vous avez votre expertise, mais vous vous rendez compte que vos membres ont peut-être besoin d'un accompagnement différent ou d'être soutenus de manière différente. Là, vous arrivez à identifier justement ce que vous êtes en mesure de faire pour aller chercher d'autres types de partenaires. Quelle, pour le coup, autre possibilité MTL e-commerce peut offrir à ses membres grâce à vos autres partenaires notamment? Justement, en fait, on a ouvert des collaborations entre les organismes de l'écosystème startup. Donc, on a des partenaires de longue date comme justement Moral New Tech, le coopératon assez récent. Mais on a surtout eu un partenaire de qualité qui est l'ADI, qui est un accélérateur dirigé par Christian Beaubien, justement, qui est vraiment une tête dans son domaine. Vraiment, c'est le roi là du prototype. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que si vous voulez monter, par exemple, quelque chose en hardware, il va venir vous aider à le monter de A à Z, à le tester et justement à le dupliquer pour un marché beaucoup plus grand. Donc, pour me donner du hardware, par exemple. Pour le coup, c'est ce que je trouve très intéressant parce que là, avec MTL e-commerce, on pourrait se dire ouais, mais c'est très digital. Du coup, on n'est pas du tout dans le concret. Moi, ce que je fais justement, c'est quelque chose de précis. Il faut que je le fabrique, il faut que je le construise. C'est pas la même réflexion à avoir. Mais vous avez justement des partenaires qui sont là pour les accompagner quand même comme ça. Donc là, il y a une possibilité vraiment, on va dire at large, globale, de pouvoir penser une stratégie et être accompagné, peu importe dans quelle catégorie on se situe. C'est ça. Donc, on a des partenaires aussi bien privés que des partenaires qui sont des organismes qui ont leur spécificité, qui ont leur communauté, qui sont complémentaires avec la nôtre, ou même des fois, on a les mêmes segments. Dans ces cas-là, on fait un événement cross-brandé, comme on dit, et donc on essaie de faire quelque chose ensemble. Mais quoi qu'il arrive, Montréal Plus e-commerce va dans la collaboration et le soutien. La communauté, c'est vraiment le centre, c'est notre centre d'intérêt. L'objectif est vraiment d'être là en tant que accompagnateur pour aider notre communauté. Si on n'est pas capable de le faire tout seul, on va aller chercher d'autres partenaires. Mais l'ultime enjeu est vraiment d'être là pour aider. Oui, c'est complètement ça, Émilie. On est là pour aider. On est des humains avant tout à Montréal Plus e-commerce. Donc, le truc, c'est que voilà, on va être avec nos partenaires, on va les appeler, on va les rassurer, on va savoir ce qui se passe. On a des liens avec notre communauté, on peut répondre à des chats. Enfin, on est présent tout le temps pour eux et ils savent qu'on est là pour eux. J'aimerais aborder peut-être maintenant la question
davantage de l'accompagnement peut-être at large que les entreprises peuvent avoir aujourd'hui. C'est sûr que là, dans la 4e, 5e semaine, on a vu beaucoup d'offres de financement mises en place, adaptées à chaque fois de semaine en semaine par les différents gouvernements pour justement accompagner les entreprises, que ce soit avec de la prise en charge de salaire, des subventions ou des prêts d'urgence, on va dire. Est-ce que, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce type d'accompagnement financier? Mais surtout, est-ce que tu trouves qu'il est suffisant ou est-ce qu'il y a de l'accompagnement supplémentaire qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui, même si ça fait déjà 7 semaines? Est-ce que toi, tu identifies que en discutant justement avec les entreprises, il y a d'autres difficultés que financières à venir combler et qui ne sont pas encore comblées? Et surtout, peut-être un type d'accompagnement pour commencer à s'orienter au après. Là, on est de plus en plus adapté. Il y a peut-être une certaine habitude un peu qui s'est mise en place suite à ces 7 semaines. Est-ce que, selon toi, il y a des choses de l'accompagnement, des services, justement, qui pourraient être proposés aux entreprises pour terminer, entre guillemets, ce confinement et déjà se préparer au après? Alors, encore une fois, dès qu'il y a eu la crise, le gouvernement a réagi quand même assez vite. Ils ont été à l'écoute de la communauté. Moi, je trouve que c'est vraiment super là-dessus. Évidemment, ils ont proposé des mesures au début qu'ils ont fait évoluer, tout comme tous les organismes de start-up. Parce que je parle notamment de la prime des employés. Les gens avaient peur, il y avait de l'inquiétude au niveau des emplois. Donc, ils sont passés, il me semble, de 10% début mars. Maintenant, on est à 75% donc des salaires pour assurer qu'on garde ses employés. Donc, le gouvernement a pris une bonne mesure là-dessus. C'est sûr que tout le monde ne rentre pas dans les cases. Tout le monde ne rentre pas dans les cases et surtout pas les startups qui sont obligés d'avoir un max de croissance et qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont eu une décélération l'année dernière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour ça, mais le gouvernement est encore en train de travailler là-dessus. Il propose notamment plusieurs initiatives et dont, en fait, pour les commerces locaux, ils ont proposé Panier Bleu. Panier Bleu, c'est le premier kilomètre du marathon, mais au moins, ils se sont bougés pour faire une initiative. Mais c'est ça, en fait, je pense qu'ils essayent d'être le plus réactifs possible. Maintenant, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas juste l'aspect financier et que malheureusement, les aides gouvernementales ne peuvent pas répondre à tout le monde. Voilà. Comment, peut-être, je sais que tu es mentor, notamment pour Montréal Inc., comment les mentors, les coachs, tout cet écosystème-là pourrait peut-être aider justement la communauté entrepreneuriale au-delà de cet aspect financier qui parfois ne répond pas toujours aux défis que les entreprises rencontrent aujourd'hui? En fait, au niveau de l'accompagnement, souvent, c'est juste une validation. Les gens ont besoin de savoir, est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que c'est le bon outil? Est-ce que mon plan d'affaires marche? C'est vraiment les questions qui ressortent beaucoup au niveau de pivote. Donc, c'est comment je pivote? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Comment je sonde mon audience? Quels sont les besoins de mon audience? C'est pour les questions clientes qu'il y a au niveau des entrepreneurs. Et les coachs sont quand même en mesure d'offrir des formations et un peu de soutien. On revient à l'humain au final. On revient à l'humain, c'est parfait. J'aimerais qu'on s'adresse davantage aux entrepreneurs et professionnels justement d'entreprises qui sont fortement touchés en ce moment. Quels conseils tu pourrais leur partager pour garder le cap ou surmonter cette crise et pour le coup commencer encore une fois à se préparer au après? Est-ce que tu aurais peut-être une liste de conseils en tant que mentor, accompagnatrice d'entreprise pour garder la tête froide et avancer, pas forcément backer off, mais continuer d'avancer en tant qu'entreprise? Alors, honnêtement, pour ce qui va se passer du après, dans le e-commerce, ça va être très cool. Ça va bien se passer parce que la transformation digitale, ceux qui l'ont prise, c'est génial. Ceux qui sont à la traîne, ils perdent de l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, dans le e-commerce, on a déjà un boom. Absolunet a sorti son étude. On a eu un boom dès le mois de mars de 118% au niveau du e-commerce. Donc, continuez à faire cette transformation. Maintenant, il faut suivre des formations. Donc certains ont déjà des notions de e-commerce, mais se spécialiser en fait. C'est-à-dire que c'est la meilleure période, ce confinement, pour acquérir de nouvelles compétences et être compétitif sur le marché. Donc, moi, ceux qui me disent « j'ai pas le temps, j'y crois pas », c'est « j'ai pas de discipline ».
Donc, avec toutes les formations qui sont en ligne maintenant gratuitement, et puis donc des formations de qualité, je pense notamment à celle de InCloud aussi, par exemple, pour ceux qui font du B2B, pour répondre à la personne qui m'avait demandé pour du B2B. Coveo est capable d'assister, InCloud, tous ceux qui offrent des services en B2B vont être beaucoup plus poussés que les autres. C'est sûr que la personne qui est, on va dire, au taquet déjà sur ses tunnels de vente va pas être on va pas lui apprendre comment monter un site WordPress. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, il y a des formations pour tous les niveaux. Je sais que le PACME, là, la mesure du gouvernement qui offre des formations, les gens ne savent pas s'y retrouver. Mais en fonction de son niveau, nous, on va être en mesure de vous orienter vers des formations plus ou moins poussées en fonction de vos besoins. Encore une fois, si je ne sais pas dans quelle industrie, est-ce que vous êtes en B2B, combien de clients vous avez, je ne peux pas répondre à la question. Alors, c'est très intéressant parce que pour le coup, c'est exactement la question que Pierre était en train de nous poser par rapport au PACME. Est-ce que tu as des mentions spéciales de formation de qualité au sujet du e-commerce? Donc, tu as déjà commencé à y répondre un peu, Coveo, InCloud, etc. J'imagine que toute cette information-là est disponible sur la plateforme Covid Support en termes de formation et que vous serez en mesure de pouvoir accompagner quelqu'un qui aurait besoin de ça. Oui, effectivement, pour les formations, encore une fois, je ne sais pas dans quel domaine vous devez vous perfectionner. Donc, si jamais c'est dans l'automatisation des processus, est-ce que vous avez besoin d'une formation en API? Ça, c'est pas à moi de le savoir parce que je connais pas vos besoins. Ceci dit, sur notre page, on a vraiment des compagnies qui tiennent le coup, des compagnies d'ici, des compagnies qui sont prêtes à aider les petits. Et les autres aussi, il y a une belle collaboration même entre les entreprises. Et c'est ça qu'on a vu, donc des gens qui étaient peut-être à la base des compétiteurs, ils viennent dans notre zone neutre et puis ils collaborent pour offrir à la communauté une belle solution de collaboration. Et c'est là, en fait, où je vois tout le côté positif, justement, de cette situation, c'est qu'on s'est rendu compte, alors, je vais parler pour le Québec, parce que je trouve qu'on est déjà très versé dans l'entraide en temps normal. On s'est aperçu très rapidement que les entreprises ont tout de suite mis leur contentieux de côté pour dire ok, habituellement on n'est pas dans la même team, mais là c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est qu'on s'en sorte en tant qu'économie québécoise, c'est qu'on s'en sorte en tant qu'entreprise. On voit comment on peut s'entraider. On va pas faire exactement les mêmes choses, mais on va avancer main dans la main pour permettre à tout le monde de pouvoir s'en sortir. Donc j'aimerais terminer en fait cette entrevue sur une note positive puis plus axée encore une fois post-Covid. Selon Sarah Eden Dadoun, de quoi demain sera fait, que ça soit dans les entreprises, dans l'économie en général, dans le milieu du e-commerce ou de la technologie. Qu'est-ce que toi tu ressens, qu'est-ce que ton flair te donne, qu'est-ce que tes connaissances à travers un tel e-commerce te permettent de dire aujourd'hui, ou alors le souhait que toi tu voudrais que le demain ressemble? Évidemment, personne ne sait de quoi demain va être fait. Ceci dit, tu me demandes mon opinion personnelle et tu me connais, Émilie. J'ai donc prévu les tarots. Les tarots. Donc, on peut se le permettre un peu quand on est geek, donc on peut faire des blagues quand on aligne après. Non, mais plus sérieusement, oui, on s'en va vers une ère beaucoup plus technologique, une ère de collaboration. Donc tous ceux qui fonctionnaient un petit peu tout seuls comprennent qu'ils sont un petit peu une chaîne, en fait, le maillon d'une chaîne. Et puis c'est ça qu'on va voir se former. On va voir des clusters de business se mettre ensemble. D'ailleurs, ça avait commencé sur les marketplaces. Donc, moi, je pense qu'on va aller de plus en plus dans la collaboration, collaboration entre business, collaboration entre organismes, parce que chaque organisme peut offrir quelque chose. On a déjà commencé la collaboration à ce sujet. Et puis on revient à l'humain. Donc, j'espère bientôt aussi que voilà, les gens sont plus égocentriques, on est plus à se soucier de son prochain. Et c'est ça que je trouve très, très beau dans cette crise que nous sommes en train de traverser et que nous allons terminer. Merci beaucoup, Sarah Eden, pour cet échange que je vais essayer de résumer sans utiliser les cartes de tarot. Tu m'avais pas prévenu sur celle-ci. La chose la plus importante, on dirait, c'est vraiment d'être
axé sur sa communauté, que ce soit ses clients, que ce soit ses membres, dépendant du type d'organisation qu'on est. Donc, il faut sonder ses membres et toujours être à l'écoute. En termes de étapes pour passer justement à la digitalisation, prendre ce virage numérique, il va déjà falloir identifier évidemment avant tout ses besoins en tant qu'entreprise, penser encore une fois à ses consommateurs, à son parcours client, former ses employés aussi pour qu'ils soient le plus à même d'utiliser ces nouveaux outils-là, les implémenter, les sélectionner, les implémenter. Et l'objectif global est vraiment justement de développer le panier moyen et surtout de développer des relations à long terme avec sa clientèle. Enfin, pour résumer véritablement autant la situation que ce qui s'en vient, on souhaite et on a l'impression qu'on s'en va de plus en plus vers une ère collaborative. On se rend compte qu'on est le maillon d'une chaîne et que c'est tous ensemble qu'on va réussir à s'en sortir. Merci encore pour ce partage. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous reviendrons mardi prochain sur une nouvelle thématique, comment les startups technologiques du secteur touristique et culturel s'adaptent en temps de crise. Au programme, comme d'habitude, des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous mardi 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Audrey Bernard, fondatrice de Stimulation Déjà Vu, qui a adapté ses expériences olfactives à la crise sanitaire actuelle. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, avis ou suggestions. Prenez soin de vous et profitez du soleil quand il y en a. C'est pas aujourd'hui, mais ça reste très important pour le moral. Je vous retrouve mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Sarah Eden. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Salut.